Dans cette vidéo, je discute avec une partie de l'équipe de Slam Création qui a travaillé sur un clip d'animation pour le Red Bull Comité, qui est un tournoi de jeux vidéo sur Street Fighter. J'ai pu discuter avec Marcel Mendy, le producteur, Paul Lavaux, le réalisateur, Adrien Pires qui s'occupait du compositing et Mehdi Awishawi qui était superviseur de l'animation. On parle de ce que c'est de travailler en équipe sur un projet court, des différentes étapes, de la volonté principale qui était de créer une animation comme au Japon mais en France, sur les techniques d'animation utilisées, sur la façon de superviser, et j'espère que ça vous donnera un bon aperçu de comment on travaille sur ce type de projet. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous parle quelques secondes de Calipeg. Calipeg, c'est un logiciel d'animation 2D pour iPad, iPhone et très bientôt sur tablette Android. La version bêta est encore disponible gratuitement sur les tablettes Android, donc allez-y sur le Google Play Store de votre tablette. Calipeg permet de faire de l'animation 2D n'importe où et c'est 18€ une seule fois sur iPad, 5€ une seule fois pour Calipeg Mini sur iPhone. Il y a tous les liens en description et je vous laisse avec la discussion. Salut à tous les quatre, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour parler de votre travail sur un projet en particulier, donc un projet d'animation, on va dire animation de scène d'action. C'est un truc qui est quand même assez rare, on va dire, sur la chaîne. Souvent on parle de choses où c'est pas de la grosse baston et tout, donc je pense que ça va être intéressant aussi à décortiquer. Peut-être que vous pouvez vous présenter un par un pour expliquer un petit peu qui vous êtes et puis on enchaînera sur le projet. Marcel Mendy, producteur au sein du studio d'animation Slam Création. Voilà, donc je suis la personne qui organise la prod et qui cherche les talents exceptionnels qui sont autour de nous. Donc voilà, tout simplement. Adrien Pires, du coup, moi je travaille dans l'anime depuis 4 ans en background et en compo. Et là je commence à travailler aussi sur de l'ADA, sur les projets, ça dépend des projets. Paul Lavaux, je suis le réalisateur du film. Moi je viens de l'animation de personnages. J'ai été chez Illumination MacGuff sur 5 longs métrages, je crois, et puis maintenant je suis devenu réalisateur et je mixe beaucoup les techniques d'anime entre les images filmées en live, les images en 2D, les images en 3D, et maintenant j'utilise aussi l'IA. Donc voilà, gros mélange de techniques. Et moi, du coup, c'est Mehdi. Du coup, je suis animateur 2D et j'ai travaillé sur différents projets au Japon. Donc, j'ai pris une expérience là-bas. J'ai essayé d'incorporer sur ce projet. Donc notamment sur le process et aussi sur la supervision, etc. Donc j'ai supervisé l'animation, j'ai mis au modèle à l'animation les character design qui étaient fournis déjà par le client et puis j'ai fait de l'animation un peu. Donc, voilà. Ok, donc peut-être qu'on peut justement expliquer un petit peu comment est né le projet, parce que donc c'est un projet pour un client, et comment ça se passe un petit peu, à quel moment le projet arrive, peut-être de chaque côté. J'imagine que c'est d'abord par Marcel que c'est passé, avant qu'il prenne tout le monde. Moi, j'ai eu la chance en fait d'être à la base. J'ai participé à des tournois de jeux vidéo dans les années 2000 de Street Fighter 3. J'avais un ami qui organisait des tournois comme ça en Indé à l'époque, Guillaume d'Horizon. Et aujourd'hui, j'ai la chance on est resté en contact pendant pas mal d'années, on est devenus amis. Et il organise toujours aujourd'hui les Red Bull Comité, donc il organise pour Red Bull des tournois de jeux vidéo à travers le monde. Et moi, j'ai continué mon chemin dans l'animation, donc voilà, et lui continue son chemin du côté plus organisation de tournois et de jeux. Et il est venu me contacter parce qu'il a vu nos travaux, il me suit depuis pas mal d'années, et il a dit que ce serait cool de pouvoir faire un projet en animation. J'aime bien ce que vous faites en animation en Jap et tout. Et donc là, c'est l'idée avec Paul, justement, Lavaux, comme on bosse depuis 1 an et demi ou 2 ans ensemble, c'était de se dire, on a capté de le faire, voilà, et c'était de lancer le projet et d'aller aller au bout, quoi. C'était ça qui était un peu amusant sur le projet. Donc, comme je te dis, moi, je mixe tout maintenant. Et à la base, les réalisateurs d'animation, ils font beaucoup eux-mêmes. Ils fabriquent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils animent, ils font la DA, etc. Moi, j'ai pris pas mal de recul là-dessus. Et j'aime bien de prendre le côté de réalisateur au sens un peu chef d'orchestre et donc chercher les gens avec qui on peut travailler. Et ça me permet d'ouvrir un peu mes horizons partout. Et là, nous, on faisait beaucoup avec Marcel de 3D, look 2D, comme il y a pu avoir en Mouvance Arcane, etc. On avait pas mal bossé ça. Et ils sont venus nous voir pour ça. Et quand on nous a présenté la séquence dans les codes du Japon, etc., plus on fouillait, plus on voulait y aller vraiment, on s'est dit, est-ce qu'on va vraiment pousser le truc pour que ça ressemble à de la 2D, alors que en fait, on peut trouver aujourd'hui des animateurs comme Mehdi. Et en fait, Marcel, je lui ai dit, moi, je serais partant pour y aller à fond, vraiment dans le code Jap, mais il nous faut quelqu'un qui va porter le projet à ce niveau-là.
Et ça, c'est la force de Marcel sur ce projet-là, c'est qu'au lieu de prendre des gens qui font comme, il est allé directement à la source entre guillemets, et il nous a permis de rencontrer Mehdi, et c'est ça qui était beau dans le projet, dans le fait moi de lâcher un peu la commande là-dessus et de trouver quelqu'un, c'est que du coup ça nous a permis de rencontrer Mehdi, dont on connaissait le travail mais que moi je connaissais pas en personne, et Marcel nous a permis de travailler avec Mehdi. Du coup Mehdi il est animateur sur beaucoup de grosses productions au Japon, etc. Enfin son CV parle mieux que moi, mais du coup il était sur Jujutsu Kaisen à ce moment-là, My Hero Academia, etc. Et en fait, quand nous on allait voir Mehdi, il était devenu la garantie qu'on allait pouvoir amener vraiment cette culture japonaise à notre projet construit en France, etc. Et donc c'est là que Mehdi, je te passe le bâton, parce qu'en fait c'est venu de Marcel à moi et ensuite à Mehdi qui nous a permis de construire ce truc-là. Bah, du coup, moi, j'avais été approché par Marcel à l'époque sur le projet. Donc, il m'avait parlé un peu du type de projet que c'était, etc. Moi, je trouvais ça intéressant dans l'idée d'essayer de développer, parce que j'ai toujours eu un petit peu cette vocation où j'essayais de me dire d'apporter cette touch japonaise un peu en Europe, et surtout, même si on n'est pas à 100% dans les codes, mais d'apporter ce style d'animation, ce style d'énergie qui est difficile à retrouver en Europe. Parce que on est beaucoup inspiré par les codes disnéens, par la façon d'animer à la Richard Williams. Et on a des codes qui sont très ancrés culturellement en Europe et aux États-Unis, qui font que c'est difficile de se détacher des fois de ces codes-là. Et moi, comme j'ai travaillé pendant un certain temps, pendant assez longtemps, même la plus grosse partie de ma carrière au Japon, bah, j'ai pu voir en venant d'une école française et en arrivant au Japon, ce qui faisait la différence beaucoup dans les styles. Et du coup, j'ai voulu me dire, bah tiens, dans ce genre de collaboration, pourquoi pas essayer de tester des choses qui permettent de casser un peu les codes qu'on a en Occident et de prendre une petite distance. Après, même à l'avenir, enfin c'est pas pour l'instant, mais même à l'avenir, incorporer des animateurs japonais sur des projets européens, etc., ça serait un petit peu la vocation que j'aurais. Oui, parce que pour l'instant, ça marche surtout dans l'autre sens, quoi. C'est plus des Européens qui veulent travailler au Japon pour le côté, justement, fan de ces séries-là à la base et tout. Mais dans l'autre sens, je pense que ça arrive très peu, quoi. Voire pas du tout. Bah, ça arrive très peu parce que, ouais, il y a très très peu d'animateurs disponibles au Japon. Et ceux qui joindraient sur des projets européens, ce seraient des gens qui seraient extrêmement motivés pour travailler avec l'Europe, mais qui n'ont pas les connexions ni la langue. Et juste au niveau, donc, ces décors et compositing dont tu t'es chargé, de ton côté, à quel moment tu arrives dans la production, histoire de boucler un peu la boucle de la question? Et ben juste après, en fait, ça a été Marcel qui m'a appelé en me disant, moi je sortais d'un trailer que j'avais fait qui était à peu près dans la même DA. L'idée c'était animation japonaise, mais avec un compo un peu arcanéen, qui imitait un peu une caméra réelle, avec un peu plus d'effets. En fait, finalement, souvent les gens demandaient genre du compo, genre anime jap. Mais en fin de compte, en série, par exemple, l'anime jap, il y a quasiment pas de compo, il y a pas grand-chose à vrai dire. C'est que les longs métrages qui sont vraiment très travaillés, je trouve. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Et moi, j'étais pas forcément parti pour, mais Marcel, pareil, il m'a eu avec en me droppant les noms un peu, il m'a dit Paul, j'ai rencontré, on s'est croisé sur mon tout premier taf en anime dans le studio, c'était Combo. C'est un studio qui a fermé, je crois, depuis. Et Mehdi, je le connaissais largement de nom. Et à la base, j'étais parti pour pas venir sur le projet parce que je sortais d'un truc, j'étais fatigué, ça me saoulait un peu de faire un peu des trucs en mode vagabond, l'émission pub un peu courte et tout comme ça. Mais après, je me suis dit, bon, le projet a l'air quand même bien cool. Il y a Mehdi, il y a Paul, ça peut être très, très sympa. Et puis Marcel, il m'a laissé beaucoup de place aussi pour travailler. On s'est bien entendu là-dessus. Donc, c'est à peu près, je crois que c'était ça. Et je crois que les décors, ils avaient déjà commencé quand je suis arrivé. Il y avait déjà, c'était Yann Domingui qui était déjà au décor, qui avait bien avancé, qui a fait des trucs hyper canons. Donc, globalement, je crois que c'est à ce moment-là que ça s'est bouclé. En fait, ce qui était cool, c'est qu'à Mehdi, pour le coup, moi, j'ai pas mal laissé la main, vu que je viens de la 3D ou du live, etc. Sur la 2D, tu vois, il y a un truc où faut faire confiance aux gens qui t'entourent. C'est là où c'est important vraiment de faire un casting, etc. Mais Mehdi, en effet, il a pris toute une partie du look au niveau du design. Comme il a dit, il a retapé le design beaucoup. Il a corrigé des poses, etc. Et Adrien, en fait, il a plus que le compositing et un travail sur les décors, il s'est occupé vraiment d'installer un look un petit peu sur le film au global, sur lequel on travaillait ensemble. Mais il est venu dès le premier plan pour chercher ensemble. À la base, en fait, quand on a vendu le projet à Adrien, c'est comme ça qu'on l'a fait venir dans l'équipe, on lui a dit tu vas faire 2-3 plans de look. Et en fait, une fois qu'il est rentré dans l'équipe, il a fait en fait la moitié du compositing du film et supervisé aussi l'équipe. Et puis ils ont fait le compositing à deux.
en fait, avec Guillaume Cassuto, qui travaillait avec Wiz beaucoup aussi. Et donc en fait, il s'est retrouvé un peu là-dedans, mais en fait, à gérer, en fait, ils ont plus géré carrément en fait leur patte vraiment sur le look du film plus que simplement compositer des plans en fait. Et c'était un peu le truc du projet. Pour que ça soit fun et que ça soit pas juste une pub, en fait, Red Bull, ils nous ont laissé quand même une grosse carte blanche. C'est ça qui était fun, en fait. C'est que vraiment, on a eu très, très peu de retours, voire pas du tout, en fait. Et on avait le droit d'essayer comme on voulait, etc. Donc là, nous, la direction artistique ou l'animation, etc. Mehdi, il pouvait emmener ça où il voulait. Adrien et moi, on pouvait emmener l'image un peu là où on voulait et vraiment selon nos désirs. Et on n'a eu aucun retour. C'est ça qui était fun aussi. C'est que tout le monde a pu prendre une grande place et amener quelque chose de lui-même dedans. Je pense que c'est ça qui a marché. Oui, parce que je me demande un peu comment ça fonctionne là-dessus. C'est quoi le brief de départ? Est-ce que vous avez un truc ça doit durer tant de temps, il doit y avoir tant de plans, ou c'est vraiment juste budget et ensuite vous faites comme vous voulez, quoi? On avait un budget, on était limité comme c'est par le temps, on devait sortir à peu près moins d'une minute. Donc, okay. Si vous avez demandé, ils souhaitaient que ça soit quand même une baston. Donc ça, c'était important pour mettre en avant justement le jeu vidéo Street Fighter 6. Collaboration Red Bull et voilà, c'est vrai qu'on a eu le luxe d'avoir cette possibilité d'être à l'aise, de pouvoir faire plus ou moins ce qu'on voulait, grâce aussi à Guillaume d'Horizon qui a aussi bien défendu le studio, qui nous a mis dans des bonnes conditions pour qu'on puisse aussi être à l'aise là-dessus, voilà, et ça s'est hyper bien passé. Franchement, moi, ma philosophie, en tout cas, au studio de Slam Création, c'est vraiment ma philosophie depuis des années, c'est de laisser beaucoup de liberté aux artistes et de défendre cette liberté devant les clients, en disant que si on monte cette équipe-là, c'est justement parce qu'ils ont une vision, ils ont une manière de travailler, ils ont une manière de apporter le projet à une certaine qualité. Et j'essaie à chaque fois de défendre dans cette philosophie quand je parle avec mes interlocuteurs en tout cas. Et niveau mise en scène et tout, parce que justement c'est quelque chose qui doit être assez on va dire dynamique, rapide et tout. Est-ce qu'il y a des choses aussi où vous vous êtes dit à quel point on peut être ambitieux ou pas, à quel point on peut un peu on va dire utiliser des codes pour un peu tricher, on va dire, sur des choses qui ont l'air super ambitieuses et qui le sont peut-être un peu moins que ce qu'on croit au niveau réalisation? Ça, je sais pas trop comment ça marche pour essayer d'avoir un truc impressionnant avec peu de temps peut-être. Plus qu'une pub, en fait, on l'a vu vraiment comme l'occasion d'expérimenter. C'est un peu comme ça que c'est le mieux, ce genre de projet. C'est l'occasion de réunir une équipe, de faire se rencontrer des gens, de continuer des intuitions qu'on avait. Et avec Marcel, on a beaucoup travaillé avec des bases Blender, etc. Nous, en fait, moi, vu que je viens de la 3D et de la caméra en live, j'avais besoin de pouvoir mettre les mains dans la mise en scène et d'utiliser les scènes 3D, en fait, pour construire la mise en scène. Donc, on a bossé avec un border qui est super, qui s'appelle Yann Alejo, qui sont des mecs aujourd'hui il y a une façon de faire en ce moment du board que je trouve hyper intéressante et de l'animatique qui est très très rapide. Ça, on décale un peu moins en case. On est directement dans du film. C'est-à-dire qu'on fait des caméras 3D dans Blender, etc., pour avoir très vite une mise en scène, des mouvements de caméra fluides et libres. Et en fait, ils animent le storyboard ou l'animatique par-dessus, un peu en 2D par-dessus. Ce qui fait que très vite, au lieu d'avoir des vignettes qu'on va aller mettre bout à bout, on a très vite un film avec un timing, etc. Donc, on gagne du temps et beaucoup d'énergie là-dessus. Donc, en fait, on avait envie de continuer ce truc-là et ça s'est confirmé, ça marche hyper bien parce qu'en fait, directement derrière, tu récupères tes caméras dans Blender, tu construis la mise en scène derrière et en fait, on faisait des bases de décors qu'on lightait dans Blender pour donner en support aux animateurs 2D, aux décorateurs 2D, ce qui nous permettait en fait d'avoir très très vite beaucoup de décors 2D peints rapidement et de bonne qualité et à la fois de pouvoir switcher et de garder des mouvements de caméra 3D quand on avait besoin et donc de garder, donc on n'a pas fait de concession en fait sur l'ambition. Et après, ce qui permet que ça tienne sur le long terme, c'est la rigueur des animateurs. Par exemple, il y a un plan Sakuga où la caméra bouge beaucoup et donc le perso il doit être hyper rigoureux et au modèle et c'est ça qui fait un peu la finesse et la solidité de ce plan-là. Et ça, c'est uniquement garanti derrière par le savoir-faire du compositing et des animateurs qui vont permettre de garder cette rigueur-là dans le modèle des personnages, en fait. Je pense que ça répond en partie à ta question. En vrai, sur un projet Camas, si tu as un enchaînement de plans relativement simple où tu économises un peu et qu'après tu as vraiment un plan genre le money shot, finalement, je pense que à l'œil ou en tout cas au feeling ou au ressenti sur le global, tu vis le truc comme un truc super travaillé à tous les niveaux, ou en tout cas très très dynamique, alors que finalement le dynamisme il arrive que sur certains plans, quoi. Ouais. Tu vois.
Ouais, donc ça c'est un animatique fait dans Blender, c'est ça, avec du Grease Pencil par-dessus la 3D. C'est même pas du Grease Pencil en fait, c'est carrément dessiné dans Animate en fait. Ah ok, donc c'est rajouté après. Okay. En fait, ouais, on sort des séquences et on les anime par-dessus en fait derrière. Donc ça fait que là, il y a aussi une volonté d'aller assez loin dans l'animatique et d'avoir pas des poses de layout non plus, mais d'avoir vraiment les moments forts et pas juste des panels, quoi. En fait, ça c'est un sujet et ça c'est quand on parle aussi de méthode japonaise avec Mehdi, moi j'ai découvert ça et je trouve ça super parce que en animation en Europe, on fait le layout posing en fait très vite et en fait on bloque une partie de la scène assez tôt. Et on le fait sur l'ensemble du film, ce qui nous permet d'avoir le respect du modèle. Et en fait, au Japon, en fait, ils travaillent autrement. Et ça, du coup, moi, je le découvre ici et j'ai trouvé ça super comme façon de travailler. C'est-à-dire qu'on laisse partir les animateurs sur leur rough comme ils le sentent, en fait, sans avoir d'indication autre que l'animatique. Et derrière, en fait, tu me redonneras le nom japonais, Mehdi, mais en fait, du coup, le directeur de l'animation là-dessus, il vient en fait redessiner les poses à ce moment-là par-dessus, en fait, pour être sûr qu'on va conserver la touch en fait du lead animateur de l'objet, en fait. Et vraiment, en fait, du coup, il y a son style de dessin qui se retrouve là-dedans, et donc il fait une correction de pose par-dessus, en fait, à ce moment-là, comme si on venait faire le layout posing après le rough, en fait. Ce qui laisse encore une fois, ça laisse de la liberté artistique et une façon de s'approprier les choses aux animateurs, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont l'animatique comme d'hab, s'ils veulent se sécuriser et faire juste ce qu'on a demandé, mais s'ils veulent partir dans une proposition, ils peuvent y aller, sachant que en fait, ils sont force de proposition avant la correction tu me redonnes le nom, Mehdi, si tu veux bien. Ouais, pas de souci. Si tu veux, je peux même expliquer un peu le process plus clairement. En gros, globalement, c'est au Japon, tu parles déjà même pas d'une animatique, mais d'un storyboard papier en général. Donc, en gros, en fonction du storyboarder, les indications sont plus ou moins claires. Des fois, tu peux avoir des storyboarders qui sont très sommaires ou qui viennent pas forcément du dessin, qui viennent plus, par exemple, de la production et qui vont te proposer un storyboard un peu blurry, et d'autres qui vont être très carrés sur le storyboard, où ça va limite être déjà, entre guillemets, genre du layout posing. Ça dépend un petit peu des styles de réalisateur. Mais en général, à partir de ça, toi, tu vas pouvoir développer le plan, éventuellement émettre des propositions que tu peux proposer au réalisateur. Et par exemple, si tu choisis qu'un plan, tu veux le réunir en deux plans, tu vas faire deux plans au lieu d'un plan, ou un plan au lieu de deux plans, changer un peu le cadrage pour plus t'exprimer. Tu peux faire ta proposition au réalisateur, tu communiques au réalisateur, le réalisateur te valide la proposition, et tu peux aller ensuite explorer le plan. Une fois qu'il a été fait, bien sûr, t'es pas dans le style forcément du dessin, et des fois tu peux être un peu out du style de l'animation. Entre guillemets, t'as différents types de correcteurs. Donc t'as le Sakuga Kantoku, c'est celui qui va corriger vraiment l'animation et le mouvement, et aussi le dessin un peu des poses. Ensuite, t'as le Sosakan, qui est le character designer en général, mais des fois pas forcément. Ça peut être une personne qui a été choisie pour assister le character designer, et qui va venir faire en sorte que le modèle match à fond dans toutes les poses, parce que il y a tellement de variations dans l'animation japonaise. C'est pas juste on prend un modèle, on le fait tourner, il y a des expressions qui sont exagérées d'une certaine façon, il y a tout un tas de codes, et du coup lui va permettre de matcher ces codes à fond. Et ensuite, bien sûr, t'as le Henshutsu. Alors en général, l'ordre, c'est d'abord le Henshutsu, le réalisateur, ensuite le Sakuga Kantoku, qui est le lead anime, et ensuite le Sosakan, qui est le character designer. Donc on progresse avec l'intention, la finition et la surfinition. En gros, c'est vraiment dans l'optique. Et en général, l'animateur, le Sosakan qui vient en dernier, il prend toutes les corrections qui ont été faites avant, et il intègre ces corrections en additionnant toutes les corrections qui ont été faites par le Henshutsu et le Sakan. Voilà. Okay. Je sais pas si c'est clair. Alors que je crois qu'en France, c'est un peu plus relation superviseur-animateur, et ensuite seulement le réalisateur va valider une fois qu'il y a déjà eu des étapes, quoi. Même au niveau des retakes, globalement au Japon, c'est beaucoup plus limité qu'en Europe. On n'a pas tous ces allers-retours qu'il peut y avoir. C'est en général une phase de proposition, une phase de correction au niveau du dessin, et après une phase finale, entre guillemets. Okay. Donc voilà, ça. En fait, ça a presque inversé le rôle. En fait, moi, j'ai une idée. Je bossais avec le storyboarder, etc., qui, pareil, il a remixé des plans, comme disait Mehdi. Des fois, il a fait un move de carte à un moment où j'en ai pas forcément proposé. Des fois, il a mis 3 plans en un, etc. Donc ça, moi, je le valide. Ensuite, les animateurs, ils ont commencé à proposer les choses. Moi, globalement, j'ai validé tout mon film en anime à ce moment-là. Et en fait, Mehdi, il est arrivé derrière, et il y a un moment où presque il est
toute cette partie-là qui est par-dessus, c'est-à-dire qu'il peut corriger un cadrage à un moment, il peut corriger le timing d'une anime, il peut corriger un peu le ton sur un truc, c'est-à-dire que moi j'ai validé globalement l'esprit du film, et derrière en fait il y a une sorte de couche par-dessus qui se met et qui est vraiment de l'animation pure en fait par-dessus. C'est-à-dire que c'est comme ça décalé un peu mise en scène et la partie animation en termes de design et de graphisme en fait. Mhm. Je pense qu'un des meilleurs exemples pour illustrer ce que tu dis, c'est un passage d'acting qu'on avait avec un des personnages où il était vraiment la proposition initiale, c'était vraiment de l'acting à l'américaine. Et justement, moi, je suis venu un peu limiter ça en cassant l'acting, en vraiment limitant le mouvement à vraiment 2 poses. Et que ces 2 poses-là, en fait, le dessin soit vraiment travaillé, l'angle soit vraiment travaillé, de façon à ce que on ne soit pas dans forcément un mouvement qui soit fluide et tout, mais plus quelque chose qui soit fort et statique, mais qui présente une certaine force, une certaine assurance. Et ça, c'est des codes qui sont très utilisés au Japon, où généralement ils sont pas trop sur l'acting, sauf si c'est des moments vraiment très majeurs, on va dire. Et ils sont plus des fois sur le dessin. On peut voir ça beaucoup à l'école Trigger, tu vois beaucoup des plans où t'as des personnages avec un dessin fixe, mais le dessin qui va se stretcher et se déstretcher pour ouvrir pour la parole, pour ce qu'on appelle le kuchipaku. Tu vas avoir beaucoup ce genre de entre guillemets de cadrage qui vont pas forcément bouger dans tous les sens, mais qui vont être précis au niveau du mouvement, voire pas de mouvement du tout. Ok. Et les personnes qui ont travaillé sur l'animation, est-ce que c'est des personnes déjà habituées à cette façon de travailler là, ou est-ce qu'il y avait aussi un côté un peu formation, un peu transmission de ça? En gros, il y avait les deux profils. Il y avait Albert qui a travaillé avec nous, qui avait déjà quelques expériences d'animation au Japon et qui savait à peu près comment procéder déjà sur la technique, sur les types de couleurs, qui avait aussi tout un tas de références qui faisaient qu'on se comprenait facilement. Alors Yann, qui a aussi fait du storyboard, mais qui a aussi fait de l'animation. Lui, il n'a pas travaillé au Japon par le passé, mais il avait beaucoup d'influence de l'animation japonaise, qui savait à peu près comment procéder aussi. Et après, on a eu des animateurs qui venaient plus de l'animation, on va dire londonienne, européenne, avec qui ça a été, on a dû entre guillemets un peu les challenger, mais globalement, grâce aux techniques de correction qui sont venues par-dessus, ça les a un peu sécurisés dans le sens où, hop, ils faisaient une proposition, il y avait une correction par-dessus, après ils savaient où ils allaient, ils étaient pas dans le flou. Et c'est ça un petit peu l'avantage de cette technique japonaise, c'est que grâce à ces corrections de dessin, bah hop, on sait où on va, on n'a pas besoin de faire des échanges et d'être dans le flou, ce qui peut des fois stresser un peu le staff. Mais j'ai envie de dire qu'il y a aussi des gens à qui ça convient pas. Il y a eu sur la prod des gens à qui ce type de correction, ce type de fonctionnement n'a pas forcément convenu, donc ça peut arriver aussi que certains artistes ne matchent pas avec ce type de fonctionnement. Ok. Parce que souvent, c'est quoi? Il y a trop d'animation, par exemple, dans des scènes plus calmes ou des choses comme ça. C'est quoi le genre de choses qu'il faut un peu tempérer ou corriger? Je pense que ce qui fait la différence majeure, si je devais dire un seul trait de différence entre les prods japonaises et les prods européennes, c'est que l'une va favoriser le mouvement ou l'autre va favoriser le dessin. Et des fois, alors quand les deux sont associés, c'est extraordinaire, mais des fois, ça peut être stressant en termes de dessin. D'un coup, quelqu'un qui est habitué à animer des modèles simples ou des modèles faciles à prendre en main et qui se retrouve avec des modèles où il y a un certain niveau de détail, un certain type d'ombre qui est un peu complexe à gérer, etc. Ça devient beaucoup plus long à animer parce que effectivement en animation, plus t'as de traits, plus c'est long. Donc ça peut stresser aussi. En fait, c'est vraiment dans le rapport vraiment, c'est vraiment une philosophie, quoi. C'est aussi le rapport au mouvement, le rapport au volume, en fait, qui est pas pensé de la même manière, le rapport à l'utilisation du temps qu'on a dans un shot pour ce qu'on appelle appealing d'habitude. En fait, la notion d'appealing, elle est pas vraiment placée au même endroit. Dans l'animation plutôt européenne ou américaine, le côté appealing, il vient des arcs et du mouvement, du rythme, etc. Ce qui fait qu'on a tendance à utiliser le rythme du plan et l'espace du plan visuellement. Que ici, on peut donner toute une partie du appealing au character design, à l'angle fort, à une proposition visuelle hyper intéressante, ce qui fait que du coup, on accepte qu'il y ait moins de mouvement parce qu'en fait, il y a beaucoup à nourrir, il y a beaucoup de nourriture pour l'œil dans le design, dans le dessin lui-même. Et en fait, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont peur du vide, entre guillemets, et qui vont pas forcément les codes graphiques pour aller au dessin, ce qui fait qu'à un moment ça se percute un peu et ça demande soit d'embrasser totalement les codes et d'accepter qu'il y ait moins de mouvement par moment,
et de le doser différemment. Et ça, il y a, comme d'habitude, on colle ou on colle pas au style. C'est comme quand on va passer d'une animation semi-réaliste à une animation cartoon, par exemple. On peut préférer l'un ou l'autre. Et là, c'est encore une autre variation, en fait. Et comme à chaque fois, c'est des codes et on rentre dedans. Bon, et ça nous intéresse pas. On est sensible, on n'est pas sensible. Et puis, il y en a qui sont capables d'embrasser, d'absorber un style ou d'y aller et de s'y découvrir. Et il y en a, en y allant, c'est pas leur manière de faire, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est ça aussi que j'ai remarqué, juste aussi sur certains, on va dire, certaines connexions entre, par exemple, des gens qui avaient l'habitude du Japon, d'autres qui en avaient moins, c'est cette propension à des fois bouger les expressions et tout ça d'une certaine façon. Sauf que, en fait, ça marche vraiment pas sur le style japonais, ou en tout cas, ça fait des écarts qui peuvent être assez larges en termes de style. Et du coup, souvent, en fait, je trouve que c'est là où tu as des projets européens qui se veulent touch japonaise, mais qui ratent l'encoche parce qu'il y a cette envie de suranimer des fois, de jouer sur les expressions. Et en fait, je vais dire un truc tout bête, mais au Japon, il y a cette culture entre guillemets de l'expression qui va être plus, on va dire, sobre. Et là où en Europe, on a aussi cette culture peut-être un peu plus, on va dire, extravertie. Voilà. Et on sent peut-être des fois un peu l'impact culturel sur le style de dessin. Après, c'est drôle parce que moi, j'ai trouvé que dans les dessins que tu proposais et dans les animes où tu es allé par moment, parce qu'il y a des frames où tu vois, c'est complètement fou et on serait jamais allé à ça en Europe. Et d'ailleurs, il y a quand même pas mal de trucs dans le manga en ce moment. Où on se permet des traits beaucoup plus vibrants, flottants, etc., avec des expressions qui sont beaucoup plus, on va dire, folles que ça pouvait être dans les années 90. Il y a un truc un peu plus chewing-gum qui peut arriver par moment ou un truc comme ça. Et il y a une sorte de liberté, c'est-à-dire que soit on est hyper sobre, soit ça devient extrême. Et moi, par exemple, là, j'avais plus envie de traiter la scène comme si on traitait vraiment un blockbuster en live de combat. Donc c'est vrai que j'ai plutôt voulu tirer le film vers une sorte de sobriété de ce côté-là, mais il y a quand même un côté un peu fou qui sort sur certaines poses et certaines expressions que tu as placées. Enfin, je veux dire, il y a un gap parfois. Des fois, c'est sobre et des fois, il y a des poses un peu folles qui se glissent dedans, quoi. Ouais, mais complètement. De toute façon, c'est toujours un jeu de contraste. On va dire là où les Japonais ils ont été intelligents, c'est que ils ont mis nous on met le contraste sur la couleur, on va mettre le contraste sur comment dire, la composition de l'image, on va mettre le contraste sur la ligne des fois. Mais là où les Japonais ils ont été forts, c'est qu'ils ont même mis le contraste sur l'animation. Ça veut dire qu'ils ont décidé qu'à certains moments ça serait moins animé, à d'autres ça serait plus animé, ce qui fait que les pics émotionnels ils sont beaucoup plus forts parce qu'on est drivé par d'un coup quelque chose qui passe de statique ou sobre à quelque chose qui passe complètement extravagant, et du coup le range émotionnel, c'est ça qui fait que des fois quand tu regardes un animé tu vois des passages où t'as juste des fixes, des plans fixes, des plans assez statiques, et d'un coup bam ça bouge d'une force incroyable, des fois ça même, et c'est ça qui fait ce contraste là. Et c'est ce que j'ai essayé un petit peu d'apporter sur le projet. Je pense que on peut toujours aller plus loin, mais je pense qu'on a quand même fait un truc qui hérite un peu cette ambition, on va dire. Ah oui, carrément. Et au niveau, on va dire, couleur, lumière, décor, etc., c'est quoi un peu les codes aussi qui ont été récupérés de ça? Parce que je connais un peu moins le côté décor de mon côté, je suis plus animation, donc s'il y a des choses à dire là-dessus. Moi, Paul, quand il m'a briefé, il y avait une volonté du client, en vrai, en termes de couleur, pour le coup. Après, moi, j'aurais tendance à dire que le traitement, moi, à titre personnel, je trouve que le traitement japonais, en tout cas sur de la série, au niveau de la couleur, c'est très, voire trop réaliste et peut-être parfois pas assez artistique. Et là, je trouve que pour le coup, sur ce projet-là, quand je parle de série, en tout cas, c'est le niveau japonais, parce que je trouve que sur du long métrage, ce qu'ils font, c'est extraordinaire au niveau de l'image. Mais là, en l'occurrence, je trouve que c'était, moi, ce que je visais, c'était peut-être plus un traitement long métrage, en tout cas plus coloré, plus artistique sur les plans, sur les contrastes et notamment la saturation, où là, pour le coup, après, c'était notamment une demande du client et de l'ambiance qui amène beaucoup ça, mais où c'est un petit peu plus, comment le dire, c'est un peu moins timide, on va dire, au niveau de la saturation. Okay. Et ça, je trouvais ça intéressant. Après, c'est aussi le traitement des plans un peu Sakuga, je trouve, qui est intéressant à faire pour le coup en termes de lumière, de compo, etc. Parce que justement, c'est des plans qui sont techniquement compliqués. Et justement, je trouve, tu vois, sur de l'anime Jap, c'est un peu délaissé en général. Tu vois, au niveau du décor, t'as, enfin, sur genre la moitié des Sakuga, t'as une montagne quoi derrière. T'as un trait en anime, ça se passe dans le désert, c'est un peu dommage. Et je trouve ça cool là sur ce projet-là d'avoir pu continuer de tenir une image
avec une certaine qualité au niveau du décor aussi, sur des plans qui sont ultra Sakuga, où c'est l'animation le sujet principal évidemment, mais garder genre une rigueur à l'image et que ça continue d'être beau dans ces moments-là, moi je trouve ça hyper important et capital. Et je trouve que c'est un truc qui est pas assez fait de manière générale. Et souvent on se dit non mais là ça bouge de fou, ça va être trop stylé l'animation. Et du coup on oublie que bah faut que, enfin pour moi en tout cas, bon, c'est comme ça que je vois le cinéma, que l'image elle continue d'être belle en permanence. Je trouve ça important que ce soit esthétique quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs je trouve que ça met encore plus en valeur l'animation finalement, d'avoir une ligne esthétique que tu tiens de A à Z. Petite anecdote, c'est que globalement, en fait, la majeure partie des scènes d'action qui sont diffusées ou qu'on peut voir en streaming, qui viennent pas du DVD, sont ternies en général au Japon. C'est suite à une politique pour éviter les crises d'épilepsie. Donc c'est souvent ce qu'on peut voir. Ce qui sort, en fait, c'est souvent très assombri et ça casse un peu et même les effets et tout ça sont très limités à cause de cette politique-là. Mais tu peux voir quelque chose de complètement différent si tu vas sur le Blu-ray de la série ou si tu trouves entre guillemets la version DVD, on va dire DVD quoi. Je sais pas si c'est vraiment DVD maintenant, mais ouais c'est. Donc voilà, c'est juste pour la petite info. Et il y a un truc aussi quand même sur le traitement du décor où par exemple les Japonais ils utilisent la 3D aussi sur les décors par moment et il y a une sorte de netteté où tu vois qui est un peu constante sur le plan. Et ça, pour le coup, nous, avec Adrien, on voulait le casser un petit peu. On voulait penser vraiment comme une caméra où il y avait beaucoup plus. On réduisait pas mal la profondeur de champ. On n'hésitait pas à avoir beaucoup travaillé des décors qu'on a travaillé, en gros, qui sont peints. Avec une base 3D aussi. Il y a du photo-bashing sur certains moments, c'est-à-dire que c'est des images de Paris qu'on retravaille, etc., en fonction du degré d'éloignement du cadre. Mais globalement, on a toujours un décor qui est hyper travaillé, mais on n'a pas hésité pour autant à le blurrer complètement. Et ça, c'était un truc parce que il y a une recherche de look qui est celui d'une caméra où on n'hésite pas à faire du flou de mouvement sur le personnage, à perdre la netteté un peu partout, à avoir les choses qui se mélangent vraiment comme une image de caméra, quoi. Et ça, pour le coup, moi, je trouve ça intéressant de rajouter ces effets-là qui sont aussi pas mal d'aberrations chromatiques, de lens flare qui rentrent dans la caméra, de particules, etc., qui donnent une sorte de densité globale à l'image. Ça, c'est pour le coup aussi un truc qu'on a travaillé, que Guillaume aussi utilise beaucoup. C'est vraiment des techniques de compo qui sont, moi, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment européennes et qui sont intéressantes dans ce sens-là. Je suis d'accord avec toi. En fait, ce que je remarque beaucoup dans l'utilisation de la 3D, du mélange 3D et 2D au Japon, c'est que c'est souvent pas très heureux pour être honnête. Il y a justement, il y a un écart entre le niveau d'animation 2D et la partie 3D qui est faite sur certaines prods, surtout sur de la série, qui peut être assez colossal. Et souvent, il y a une difficulté à l'intégration. Là, je pense en Europe, la réflexion était poussée beaucoup plus loin et du coup on arrive à avoir des résultats qui matchent sans du tout sauter à l'œil entre la 2D et la 3D, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié sur le projet côté. Le kiff en termes de compo, c'est ce qu'on s'était dit avec Paul, c'est d'avoir une volonté. La référence, c'est le live en fait. Moi j'avoue, je regarde beaucoup plus de live que d'anime et je trouve que c'est les caméras les plus chouettes et les plus intéressantes en termes d'effets quoi. Il y a toujours plus de trucs à faire, même au niveau des wiggles et tout. Il y a énormément de possibilités. Je trouve ça beaucoup plus intéressant en termes de artistique, on va dire. C'est vrai que là, si on n'a pas l'habitude, si on voit juste de l'animation en se disant c'est animé, il y a un décor, on se rend pas forcément compte du travail de compo. Donc là, c'est super d'avoir ce breakdown là, parce que je pense que on se rend pas compte à quel point il y a plein de trucs quoi, que le flou est pensé par la suite, que tout est aussi, on peut tout bidouiller comme on veut. Donc à quel point il y a un côté essai et erreur un petit peu dans ces plans-là. Est-ce que c'est beaucoup une discussion justement réal compo? C'est dans les petits projets comme ça, ce que je trouve trop chouette, c'est justement, je sais que Mehdi, c'est un gros master shot qu'il a fait et tout, du coup pouvoir justement comme c'est petite équipe et que t'as pas toute une hiérarchie d'énormes prod, pouvoir directement envoyer à l'artiste, pareil avec les FX et tout, envoyer directement à l'artiste en général pour avoir son feedback, parce que lui il l'a animé, il a forcément peut-être une vision de la finalité, tu vois. Et moi, je peux être parfois un peu bourrin sur les blurs, ou parfois t'as peut-être envie de plus respecter son anime ou de faire attention à certains moments où, tu vois, moi je vois l'image d'une manière très, on va dire, artistique et esthétique, en essayant bien sûr de respecter le mouvement, être dans la dynamique du shot et tout, mais parfois peut-être tu peux perdre un peu. Donc avoir les feedbacks de Mehdi, c'était hyper intéressant, savoir comment lui il voyait son plan aussi. Après t'as les feedbacks de Paul et tout. Je trouve que c'est comme ça aussi en termes de workflow, pouvoir communiquer directement avec les artistes. Tu vois, enfin être dans cette espèce de boucle tous ensemble dans le truc, je trouve ça hyper intéressant et c'est comme ça qu'on a bossé ce plan-là en tout cas, la plupart d'ailleurs.
Ça, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs le pouvoir échanger avec toi là-dessus. Et puis en plus, globalement, moi, quand j'ai vu le plan la première fois, je me suis dit, j'ai pensé à quasi le valider immédiatement. Puis après, je me suis dit non, il me fait un retour. Il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille pousser plus loin parce que justement, c'est l'intérêt de ce retour-là. Donc j'ai été chercher des petites choses. Puis après, au final, mais le travail initial était déjà tellement bien que il n'y a pas eu beaucoup de choses à corriger, pas du tout. Et sur ce genre de plan-là, comment ça se passe au niveau du layout au départ? Tu travailles sur quelque chose d'assez large et ensuite tu auras des zooms à l'intérieur, des choses comme ça pour certains mouvements de caméra. Ça marche comment de ce côté-là? Non, en vrai, comme ils ont animé sur un move de cam 3D pour le cam-up, eux, ils avaient un cadrage qui était relativement précis. Ouais. Et moi, après, c'est surtout sur les wiggles que je trouve hyper capital pour le dynamisme, où là, pour le coup, je préfère garder une image qui en a pas à l'origine. Ils animent sur un truc, il y a le move de cam, mais t'as pas tout ce qui est shake et compagnie. Et ça, c'est le seul enjeu, je trouve, au compo qui est important quand même pour le dynamisme, c'est d'avoir les bons shakes au bon moment pour que ça, je trouve que ça apporte pas mal et ça met en valeur de ouf l'animation et tout le dynamisme. Mais sinon, non. Parce que moi, je travaille sur After essentiellement, donc c'est du compo, en vrai, relativement simple. Enfin, tu vois, c'est un peu moins je fais rarement des énormes mouvements de cam au compte. Je trouve ça plus fluide, en vrai, quand ils sont sortis en 3D en amont, même pour les animateurs. Je pense que c'est beaucoup plus safe, en fait, de travailler comme ça. Et là, on a eu de la chance, c'est que Slam, comme ils ont déjà la 3D, ils avaient un peu un pipe instauré sur un petit projet comme ça, tu vois, de pub 1 minute 30. Souvent, tu as des équipes qui se font un peu à la va-vite, et les gens se connaissent pas, et t'as pas du tout de pipe. Et du coup, pour bosser sur un truc comme ça, avec parce que quand même, les allers-retours entre la 3D, le mec qui sort le mouvement de cam, qui était Leslie, là, en l'occurrence, et Yann qui peint les projections du mat et tout, c'est vraiment galère d'avoir quelque chose de joli. Et techniquement, ça peut être très pénible. Et du coup, avoir des équipes déjà plus ou moins installées, qui se connaissent, qui ont déjà bossé ensemble dessus, ça te permet d'avoir quelque chose de vachement bien, cohérent et très beau, vite. Là où, tu vois, sur des équipes toutes faites sur une pub d'une 30, je trouve ça presque impossible. Il faut avoir des mecs qui one-shot le truc, qui s'en sortent très très bien, ou peut-être un peu de temps. Là, on a eu de la chance parce que je trouve qu'à ce niveau-là, ça s'est quand même vachement bien passé. Yann et Leslie se connaissaient déjà, ils avaient déjà bossé ensemble et tout. On a pu avoir un truc relativement clean qui, pour moi, est plus ou moins... Enfin, qui est galère à avoir, quoi, sur des petits projets d'une minute avec des équipes qui se connaissent pas forcément. Genre. Et d'ailleurs, c'était quoi la durée de la fabrication? Vraiment au niveau de temps? C'était 2 mois et demi. Ouais, 2 mois. 2 mois à peu près. En fait, mais du coup, c'est vrai que c'est l'occasion d'en parler aussi. Ça, c'est un truc un peu particulier au projet. Et je pense que c'est inhérent à ce style d'anime Jap, mais c'est aussi comme ça qu'on marche au studio. Et je pense de plus en plus de prod fonctionnent ou vont fonctionner comme ça. C'est un peu des prods Instagram, on va dire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vraiment, on utilise à plein régime notre capacité aujourd'hui à pouvoir travailler en dématérialisé. Parce que le studio, on a des locaux, et il y a une base de l'équipe, notamment en 3D, décor, etc., qui est à Paris et avec laquelle on se retrouve. Mais il y a énormément de talent dessus. Donc on a Mehdi qui est au Japon, on avait Yann qui est animateur et storyboarder qui est aux Philippines, on a des mecs à Dubaï, aux États-Unis, en Angleterre. En fait, on a fait cette prod sur il y a 6 fuseaux horaires, quoi. Ouais. Ce qui est compliqué aussi. Ouais, mais du coup, ça nous permet, nous, d'avoir un pipe où on centralise tous ici, c'est-à-dire que le réalisateur, le producteur, etc., on est au même endroit, on peut quand même combler, mais on peut aller chercher des talents à gauche, à droite, et ça c'est hyper agréable de pouvoir se dire, lui, il nous plaît, essayons de travailler avec lui, en fait. Lui, il nous plaît, essayons de travailler avec lui sans se mettre de barrières, et d'être capable de mettre tout le monde autour de la table à plein de fuseaux horaires, etc. Ça, c'est assez jouissif quelque part quand vraiment ça clique un moment et qu'on se rend compte que la prod elle est pas éclatée et ingérable, alors qu'on a des gars partout à gauche à droite et qu'on arrive quand même à avoir une rigueur de rendu, des envois réguliers, parce que l'animation au final ça nous demande pas d'être tous les jours sur le dos de quelqu'un pour attendre quelque chose. Si on a confiance dans ce rapport-là et qu'on travaille avec des personnes qui sont sérieuses, impliquées, etc., on parle de quelque chose, le lendemain ou le soir on se donne des notes, etc., et quand on a besoin de tous se réunir parce que on se rend compte qu'il y a un nœud ou un problème qu'on n'avait pas vu, une séquence par exemple, l'éclairage qu'on a fait en animation sur les personnages, c'est pas le même qu'on a fait en décor, par exemple, ça peut arriver, c'est arrivé à ce moment-là. On met 4 ou 5 personnes autour de la table et on dit ok, quel est le problème, comment on peut le régler de la manière la plus simple avec le temps qui nous reste, etc. Et c'est juste être capable de mettre
quelqu'un qui met un warning, d'être capable de réunir un peu tout le monde pour décider à ce moment-là. Mais sinon, on peut tout à fait bosser avec des gens à gauche, à droite. Et ça, je trouve ça super intéressant aujourd'hui. C'est un peu particulier parce qu'on a envie de se réunir. Moi, je viens d'une culture de gros studios et de studios où en fait on fait un film à la base ensemble. Tout le monde se réunit, ça arrive au même endroit. C'est comme ça que ça se fabriquait de l'anime avant. Et là maintenant, il y a ce truc un peu dématérialisé qui pourrait avoir l'air moins humain. Mais au final, on a quand même pu partager, se rencontrer, et ça, moi, je suis assez agréablement surpris par ça en fait. Ouais, nous, au studio de Slam Création, on a, pour pas mal le passé, on a travaillé à distance pendant plusieurs années sur pas mal de prods. On avait des locaux, mais c'est vrai qu'on a souvent, moi j'ai toujours cette philosophie avec mes partenaires, que ça soit style animation ou Slam Création, ou de chercher des nouveaux artistes. Et s'ils sont à distance, ils sont à distance. C'est pas nous, ça nous dérange pas. L'idée, c'est moi, excuse-moi, c'est de trouver des gens qui correspondent à notre ADN artistique. Aussi, moi, j'aime bien parler avec des humains, des gens, et de savoir si le feeling passe bien. Et c'est important, en fait, que ça soit à distance ou proche. C'est toujours mieux de les rencontrer et de les voir et de pouvoir se toucher et discuter. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est que la majorité des gens, on a à peu près tous cette même vibration. Les gens que je vais chercher, en tout cas, c'est des gens qui ont la même vibration que moi, qui aiment travailler sur ce type de projet, être à fond, s'amuser, rigoler. Moi, c'est vraiment ma philosophie, et avoir surtout de la place pour pouvoir s'exprimer. Moi, c'est vraiment, c'est important de le redire. Et aujourd'hui, on est en partenariat avec Style Animation, qui est un autre studio plus 3D réaliste. Voilà, et on essaye de développer plein de projets ensemble. Nous, on se focalise sur, comme disait Paul, c'est de proposer des choses variées sur le projet, de styles différents. Mais la Japanimation, je cache pas que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Et aujourd'hui, j'essaie de pousser un peu, aller encore plus loin avec Mehdi, avec Paul, avec Adrien, les trois mousquetaires, de faire en sorte qu'on peut faire plein de choses, quoi. Donc, voilà. Et je tiens juste à dire un truc en plus, c'est que pour moi, en fait, par expérience, j'ai toujours intégré des studios qui étaient déjà structurés, avec déjà une équipe centrale, où je suis venu un petit peu en mode freelance pour prendre une partie en charge, mais tout était déjà très cadré, très structuré, l'équipe était déjà bien composée. Là, avec Slam Création, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, j'ai l'impression, et c'est en grande partie dû à un vrai talent de la part de Marcel, de pouvoir faire une prod, mais qui soit genre une des prods les plus casse-cou que j'ai fait de mon expérience, dans le sens où il a réussi dans un temps assez court et dans une comment dire, avec une ambition assez grande et un budget qui soit pas les budgets les plus élevés de tout le marché, mais loin de là, quoi, de faire quelque chose qui tienne, genre et qui ait une structure et qui aboutisse en fait sans qu'il y ait on va dire, de moments où le projet soit killé, ou de moments où le projet où il se retrouve complètement coincé, etc. Et c'est assez ouf parce que, enfin, pour gérer tout ça, en expérimentant aussi une nouvelle méthode qui est pas classique, en essayant de pousser le style plus loin de ça, enfin, il y a eu tout un truc qui était presque lunaire, en fait, de dire mais comment ça marche, quoi. Et au-delà de ça, moi, je tiens à dire aussi que c'est intéressant parce que moi, je suis rentré sur le projet avec un taux de motivation classique, et au fur et à mesure, on va dire, l'énergie qui se dégageait des gens qui voulaient travailler sur le projet, qui donnaient de leur mieux, etc., ça a créé une sorte de boule de neige extrême qui est devenue une sorte d'avalanche complète, en fait. À la fin du projet, tout le monde était tout feu, tout flamme, c'était vraiment l'énergie au max et tout. Et c'est incroyable de voir ce truc-là. En fait, c'est comme si on avait sur une sorte de boule en équilibre sur une pointe d'aiguille et qui tient, quoi. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et c'est pas du hasard, c'est vraiment, pour moi, Marcel, là-dessus, il a vraiment un vrai talent à gérer ce genre de situation et à faire sortir le meilleur, quoi. C'est vraiment, c'est ce que je tenais à dire, en fait. Ouais, non, mais c'est trop cool que tu le dises, parce que moi, je suis assez d'accord sur ça. Et moi, ça fait longtemps que je bosse sur de l'anime, et des fois, je bosse 6 mois sur un projet, et on se défonce, et c'est hyper bien fait, etc. Mais quand ça sort, des fois, j'ai toujours des fois cette sensation de tout ça pour ça. Ça fait 6 mois qu'on bosse, et puis il y a une minute qui sort, et puis j'ai pas eu ce feeling de m'être marré, etc. Ce que je peux avoir sur un tournage, par exemple, ou sur un tournage, c'est un énorme shot d'adrénaline, tu viens, t'es dehors, tu vas à un autre endroit, tu découvres, il y a des trucs manuellement à faire, et des fois en animation, on n'a pas cette espèce un peu de rush, ou humain, ou de plaisir qu'on peut avoir.
Et moi, c'était important pour moi qu'on le construise. Et ça, en effet, c'est Marcel qui l'amène, ce truc-là de hyper fun. Bah, on va trouver une solution, on va avoir un truc, on va avoir des personnes qui sont fédérées autour de la table, etc. Et c'est vrai que, en fait, c'est une pub de 1 minute 30 avec du combat à Sakuga, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant là-dedans pour nous, et c'est pour ça qu'on a envie de le partager et de le défendre, ce truc, et de continuer, en fait, c'est qu'en fait, c'est devenu d'un coup, c'est revenu à l'essence de ce que ça pouvait être. C'est fun avec que des gens qui s'amusent pas dans la légèreté. C'est que des gens qui sont exigeants, en fait. Mais c'était fun d'être exigeant sur ce projet. Et c'est vrai que ça, c'est Marcel qui amène ce truc-là, quand même. Mais complètement, il y avait une vibe, vers le milieu fin du projet, il y avait vraiment une vibe, genre on fait un truc ensemble, tu sais, c'est comme tu mets des gamins dans une pièce qui font un truc de fou ensemble. C'était vraiment ce truc-là que j'avais un peu perdu sur des prods des fois classiques où c'était plus vraiment très formel avec un niveau à tenir, avec tel type de fonctionnement à faire. Là, il y avait vraiment un amusement humain que j'avais pas connu, surtout à distance en fait. C'était assez étonnant. Ouais. Donc voilà. Je pense que la liberté sur le projet est liée notamment pour beaucoup. Il y a un truc que Paul aussi nous laissait pas mal d'espace. Moi, je sais que mon prime du fun, c'était quand j'ai envoyé la première version à Mehdi sur le plan Sakuga. Là, j'ai mis un son juste parce que j'avais compris en écoutant le son et je trouvais ça trop stylé. Et je l'aurais jamais fait sur sur un tap un peu plus conventionnel où bon, c'est un peu plus voilà. On rigole moins. Là, c'était un peu la roue libre. Je vais écouter le son le montant, je vais l'envoyer avec le son parce que je trouve ça stylé. Ça ne finira jamais avec ce son-là. Mais je trouve ça marrant avec. Et Mehdi, après, s'amusait aussi à mettre des sons à lui dessus. Et c'était le truc de genre, on a notre petit produit qu'on kiffe et on le retourne un peu dans tous les sens parce que de toute façon, on kiffe, on est content du truc et tout. Et ça donne une énergie, je trouve, globale où t'es en mode, bah, de toute façon, on est en train de kiffer, on kiffe ce qu'on sort. Et du coup, c'est rigolo et on le détourne et tout. On en fait plein de choses. Je trouve ça grave. La dynamique, elle est vraiment stylée. Et juste se dire ça, moi, c'est ce que j'avais dit à Marcel, je te l'envoie carrément avec le son, parce que je trouve ça marrant, même si on laisse pas, et que personne te dit, mais pourquoi t'as mis le son et tout. C'est juste en mode, c'est rigolo. Il y a moins de friction, quoi. Non, moi, je me suis pas posé la question, et quand j'ai vu que t'avais envoyé le son, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il est en train de kiffer de ouf, et ça me fait kiffer. C'est vraiment, parce que j'aurais fait la même chose, en fait. Ce que je fais, même des fois, de mon côté, je partage à personne, et que toi, tu le partages, c'était trop kiffant, quoi. C'était vraiment cool. Après, c'est, comme ça, aujourd'hui, on a la chance, de faire un métier qui nous passionne, on a la chance de travailler dans un métier qui est de l'art en fait. Et je pense pour moi c'est important à chaque fois, je dis c'est important de faire cette émission aussi, c'est pouvoir que les artistes puissent à la fois défendre le projet, à la fois s'exprimer, à la fois de raconter leur expérience. Et moi c'est important aussi que les gens soient comme moi. Ma philosophie c'est tant que les gens sont heureux, je suis heureux, quoi. C'est simple comme phrase, mais c'est une vérité ce que je ressens vraiment. Donc c'est pour ça que je me bats plus souvent sur les prods. Même s'il y a l'organisation qui est mise en place, mais je me prends plus la tête à essayer de à mettre les gens dans les bonnes conditions, à me dire comment je peux faire en sorte que tout le monde soit raccord et comment laisser aussi de la liberté. C'est pour ça que je défends souvent sur les projets, ça soit avec Paul aussi, tout le monde est dans cette philosophie, de se dire mais comment on peut s'exprimer sur ce projet-là quand on a un projet qui nous tombe sur la main. Et donc c'est là que moi, en tant que prod, je me dis mais comment je peux défendre l'intérêt de mes artistes. Voilà, en gros, c'est ça. Et juste peut-être pour finir, au niveau réception du clip une fois qu'il est sorti, ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez ressenti aussi une sorte d'engouement de trop bien de faire ça dans un studio français, etc. Pour le coup, je vais m'exprimer. Pour le coup, c'était le projet jusqu'au bout. Le projet, c'est le fait que le projet, on s'est marré, on s'est amusé. On a bien communiqué dessus. En fait, les gens qui ont travaillé sur le projet, tous déjà l'ont partagé, sont fait plaisir. Et en fait, il y a eu un vrai écho. Le projet a bien pris sur les réseaux. Jusqu'à justement, on a eu la chance à un moment donné que l'acteur Michael B. Jordan nous fasse un commentaire et un like sur le projet. C'est que c'est ça l'énergie. On crée une énergie, on fait un projet, on se marre. Et en fait, indirectement, je pense que les gens sont. Je vais pas dire bon, je vais peut-être faire un peu de fantasme, mais il y a un truc qui se fait en fait. Il y a une magie qui se fait qu'on contrôle pas. Et voilà, donc et ça marche. Donc voilà. J'avais entendu ce truc-là moi de Robert Vallet à l'ancienne qui parlait des En fait, il avait fait des clips de Gorillaz qui étaient pas très bien animés parce qu'ils avaient pas le budget, pas le temps, etc. Il y avait l'anime qui était pas poussé et ça a hyper bien marché en fait. Il y a eu un retour du public qui était énorme et pendant 10 ans, il a eu de plus en plus d'argent et ça marchait pas autant. Il avait pas de retour comme ça. Et pendant 10 ans, il s'est demandé qu'est-ce qui avait fait la différence à ce moment-là. Et en fait, au bout d'un moment, il a refait des choses plus simples, plus spontanées et il s'est rendu compte qu'en fait, il y a une sorte de réception du public de ce qui est presque interne au projet, qui est sa fabrication et dans quelle humeur, en fait, dans quel mood il a été fabriqué. Et ça, c'est un truc auquel je crois maintenant.
et que si les gens n'ont pas, quand je disais tout ça pour ça, etc., ou si tout le monde n'a pas fait le truc dans la souffrance, dans la difficulté, etc., et que tout ça pour sortir un truc bien, mais on sent qu'il y a de la souffrance derrière, en fait, des fois, des choses qui ont été faites avec amour, en fait, et j'ai l'impression que les gens, ils le sentent quelque part en le visionnant. Et du coup, nous, j'ai l'impression qu'on a un retour où ça peut se sentir qu'on s'est amusé à le faire, en fait. C'est vraiment genre, tu sais, j'ai l'impression qu'on a fait une sorte de Genki Dama, genre qu'on l'a loadé, puis après on l'a envoyé, on a vu où c'est parti, on a fait, wow, ça part loin. C'est vraiment stylé. Je trouve, pour rebondir sur ce qu'il dit Paul, que finalement tu finis par beaucoup mieux travailler quand tu rentres quand t'es dans un grand kiff et que tu dis, ouais, je suis en train de cook, quand je vais leur exporter, ils vont kiffer et tout. T'es dans un truc beaucoup plus, je sais pas, tu fais mieux, je trouve. T'es dans une espèce de spontanéité, de t'envoies tout, que quand tu le fais de manière très formelle où tu dis, ok, j'ai ma liste de trucs à faire sur le plan, je le fais, je le sors, ou le background, genre je le peins, et je tente rien, et voilà, je reste sur le cadre un peu formel. J'ai l'impression que tu mets aussi moins de toi que quand t'es en mode, voilà, j'ai l'impression que c'est le moment où la passion, elle reprend le dessus sur le taf, parce que ça reste quand même à la base aussi un métier qu'on fait parce que c'est ce qu'on kiffe, fondamentalement. Mais parfois, je trouve que dans le taf, tu l'oublies un peu ce côté passion, quoi. T'es en mode, bon, c'est le taf le plus agréable de toute façon, mais, je tire pas forcément toujours un bête de kiff. Et je trouve que quand on est dans un cadre comme ça, le kiff, il reprend le dessus, et du coup, t'as aussi un truc de, je sais pas, t'envoies un truc qui est encore mieux que ce que tu ferais sur un taf où t'es un peu muselé et où c'est moins simple de s'exprimer, je pense. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Je mettrai un lien vers le clip, vers le site du studio, vers le travail de chacun, etc. juste en dessous. Et voilà, je sais pas si vous avez un dernier truc que vous souhaitez dire. Moi, je tiens à te remercier de laisser parler les artistes, toi aussi, déjà. Avec plaisir. Et tout, la place que tu prends là-dessus et tout, parce que là on parle de passion, tu vois, et de ce que je comprends de ce que tu fais, c'est de la passion en fait. Et du coup c'est hyper agréable d'avoir d'un coup une plateforme pour s'exprimer dans le milieu en fait. Donc du coup merci pour ça déjà. Merci à vous. Merci beaucoup. Vraiment, franchement, ça fait plaisir et voilà, tout simplement, je suis content de pouvoir que les artistes puissent s'exprimer, que tu puisses en ce cas donner les chances aux gens de pouvoir s'exprimer, faire plein de choses sympathiques. Avec plaisir.